Bien, merci à Stéphane Delautrette, le président donc, de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale et à l'équipe qui l'accompagne. Merci aux collègues qui ont pu se libérer ce matin. Alors c'est compliqué parce qu'on est en session extraordinaire, donc du coup il y a pas mal de choses et on va vers la fin de la session, donc il y a pas mal de choses, de commissions, de réunions diverses qui ont lieu en même temps. En tous les cas, vraiment merci à ceux qui ont pu se libérer. Merci aux équipes de la délégation du Sénat qui sont présentes. Et on se disait avec le président Delautrette il me disait plutôt qu'on avait bien de la chance parce qu'on avait une équipe un peu plus étoffée que celle de l'Assemblée. Donc ça le fait rêver. Voilà. Mais du coup, vu tout le travail que fait l'Assemblée, il y a aussi une équipe, j'imagine, efficace, pas nombreuse, mais efficace derrière toi. En tous les cas, merci Stéphane d'être là ce matin. Et on échange régulièrement et on a décidé, je peux le dire, de pouvoir renforcer notre coopération, nos liens, parce que l'Assemblée nationale travaille sur des sujets, la délégation du Sénat travaille sur des sujets. En fait, tous ces sujets nous intéressent tous, puisque ça concerne les territoires, les collectivités. Et plutôt que... alors, chacun continuera évidemment à faire sa vie, mais l'idée, c'est qu'à un moment, on puisse partager les travaux, que nous, on puisse avoir connaissance des travaux faits à l'Assemblée et inversement, que l'Assemblée puisse avoir connaissance des travaux que l'on mène. D'abord, ça permettra d'optimiser les choses et sans doute d'enrichir notre réflexion. Et puis sans doute, si on fait front commun, si je peux dire, à travers des travaux qu'on aura partagés, des propositions qu'on aura partagées, c'est aussi, dans une période où les choses sont un peu difficiles et incertaines, c'est aussi donner plus de poids finalement à nos délégations et à nos propositions face aux décideurs en tout genre. Donc c'est du coup c'est une première dans une série sans doute de rencontres que l'on va multiplier au cours des prochains mois. Et le sujet est un sujet important pour nos collectivités, dont on a beaucoup parlé à l'occasion du budget, c'est celui de la CNRACL. Je redonne rapidement le cadre pour que tout le monde ait bien ça en tête avant de passer la parole à Stéphane. Le cadre, c'est qu'il y a une mission qui a été confiée, si je dis des bêtises, tu me reprendras Stéphane, je crois que c'était en début 2024, peut-être en mai. Rémi, bonjour. Et bonjour. Ben voilà, parfait. Une mission avait été confiée à plusieurs inspections sur ce sujet de l'équilibre des comptes de la CNRACL. Ensuite, il y a eu une proposition qui a été faite par le gouvernement au comité des finances locales avant l'examen du budget pour 2025, si je ne me trompe pas. Et puis au final, alors ça devait être dans le PLFSS, si je me trompe, tu me reprendras, mais l'idée c'est plutôt d'avoir le cadre. Il y a eu une proposition qui était du coup proposée, qui était inscrite dans le projet de loi, dans le PLFSS, d'augmenter de 12 points la contribution des employeurs, donc des collectivités, répartie sur 3 ans. Ensuite, dans les discussions qui ont eu lieu, ça a été étalé sur 4 ans. Mais ça reste 12 points d'augmentation sur les 4 prochaines années, ce qui, à terme, en régime de croisière, là aussi, si je suis approximatif, tu me reprendras tout à l'heure, mais constituerait une dépense supplémentaire pour les collectivités de l'ordre de 4 milliards d'euros. Et 4 milliards d'euros de plus par an, dans une période où on demande aux collectivités de contribuer au redressement des finances publiques, ce à quoi on n'est pas opposé bien sûr, évidemment ça pose quand même problème. Et donc du coup moi je remercie la délégation vraiment de l'Assemblée, Stéphane, d'avoir travaillé sur ce sujet, parce que s'il y a d'autres pistes qui peuvent être explorées pour alléger le coût sur les finances des collectivités, ce serait quand même utile, parce que ces 4 milliards, bien sûr, s'ajoutent aux mesures d'ailleurs qui ont déjà été prises. Alors, je crois que c'était 1,2 milliard, si je ne me trompe pas, pour la première année 2025, mais ça s'ajoute aux autres mesures de contribution des collectivités, le fameux DILICO, le gel de la part de TVA qui venait compenser les pertes de taxes d'habitation ou de foncier bâti pour les départements, ou la perte de taxes d'habitation sur résidence principale pour les intercommunalités. Donc tout ça, ça s'ajoute. Et donc nous, ça nous intéresse beaucoup de prendre connaissance de votre travail pour voir s'il y a d'autres pistes qui pourraient être exploitées et qui permettraient d'alléger le coût pour les collectivités. Parce qu'encore une fois, tout ça, ça s'ajoute.
et au bout du compte, au bout du compte, ça fait une contribution des collectivités qui sans doute qui est très importante. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir échanger avec nous, et sans plus attendre, je te passe, Stéphane, la parole. Alors, oui. Eh bien, merci, merci Monsieur le Président, cher Bernard, Madame la sénatrice, messieurs les sénateurs et toutes les équipes qui vous entourent. Merci Bernard, en tout cas, de m'accueillir ce matin et de me donner cette opportunité de venir vous présenter les travaux de la délégation de l'Assemblée sur le sujet de la CNRACL. Mais peut-être, comme le disait Bernard à l'instant, c'est une nouvelle façon, j'allais dire, un petit peu de travailler que nous essayons d'instaurer ensemble, à savoir plus de synergie entre nos deux délégations aux collectivités territoriales et à la décentralisation, étant entendu que chacun, bien évidemment, dans le respect de l'indépendance de chacun et de sa liberté, on va dire, de penser, il nous est paru opportun, dans le contexte que l'on connaît, que de partager nos travaux, confronter nos points de vue et d'être force de proposition et de renforcer véritablement le rôle de nos délégations dans la proposition, les propositions qui peuvent être faites au gouvernement. Donc c'est une première. Nous attendons maintenant le match retour, puisqu'on sait qu'actuellement sont conduits des travaux ici au Sénat qui nous intéressent. Alors pas forcément dans la délégation, mais je crois à la commission des finances du Sénat et des deux, et notamment sur le FNADT. Donc on s'est dit raisonnablement avec Bernard que justement en conjuguant nos forces, plutôt que d'investiguer des sujets de manière concomitante, il valait peut-être mieux s'appuyer sur les travaux des uns et des autres pour ratisser, j'allais dire, le plus large, parce que les sujets ne manquent pas dans la période qui nous attend d'élaboration du budget, que chacun puisse y travailler et qu'on se nourrisse des propositions des uns et des autres pour justement faire avancer les sujets. Donc, évidemment, très heureux d'être avec vous ce matin. Alors, je ne me suis pas fait accompagner des différents collègues de la délégation, parce que comme vous, on est en session extraordinaire et effectivement, les sujets ne manquent pas à l'Assemblée cette semaine et la semaine prochaine, et notamment sur un sujet que vous attendez tous, qui est la suite qui va être donnée sur le statut de l'élu. Et je dois dire que les 3 dernières semaines, je les ai quasiment consacrées exclusivement à ce sujet, mais on pourra en reparler en fin de rencontre, mais je crois qu'on est sur la bonne voie, en tout cas, sur le sujet du statut de l'élu. Alors sur le sujet qui nous amène aujourd'hui, je crois que nous partageons en tout cas un objectif commun, qui est la défense de la capacité de nos collectivités territoriales à s'administrer librement, comme le prévoit la Constitution dans son article 72. Or, sur ce point, la décision prise par le gouvernement le 30 janvier dernier de procéder par décret à un relèvement sur 4 ans, tu l'as rappelé, du taux de cotisation des employeurs à la CNRACL, qui passerait de 31,65% en 2024 à 43,65% en 2028, a constitué un choc, pour ne pas dire autre chose, pour nos collectivités qui, lors du débat budgétaire de l'automne, avaient été rendues injustement responsables de la dégradation des comptes publics de la France. Alors certes, le gouvernement a souligné la situation de plus en plus critique de ce régime de retraite particulier, qui verse, rappelons-le, à chaque année plus de 26 millions d'euros de prestations vieillesse et invalidité à 1,5 million de pensionnés, composés d'anciens fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers. Ça ne nous a pas évidemment échappé. Mais si on regarde du côté des comptes de la CNRACL, qui étaient encore excédentaires en 2017, ceux-ci ont depuis plongé dans le rouge à hauteur de moins 2,5 milliards d'euros en 2023 et de moins 3,8 milliards d'euros en 2024, avec une prévision de moins 10 milliards d'euros à l'horizon 2030. Alors, compte tenu de l'urgence de la situation, le gouvernement avait confié
En 2023, tu l'as rappelé, Bernard, aux inspections générales des affaires sociales, l'IGAS, des finances, IGF et de l'administration, IGA, une mission sur la CNRACL, afin à la fois de poser un diagnostic sur la réalité des perspectives financières de la Caisse et de proposer des mesures permettant de garantir sa pérennité, parce que, au-delà de ça, la question c'est est-ce qu'on va assurer la pérennité du régime ? Cette mission interinspection avait publié son rapport en septembre 2024 avec 11 recommandations qui étaient de nature à la fois paramétrique mais aussi structurelle. Pour autant, alors que l'on aurait pu raisonnablement attendre que le gouvernement prenne en compte tout ou partie de ces 11 recommandations, seule l'option du relèvement des taux a été choisie, c'est-à-dire la solution la plus facile à mettre en œuvre pour le gouvernement, pas forcément pour les collectivités, mais aussi la plus lourde de conséquences pour les collectivités. C'est la raison pour laquelle le bureau de notre délégation a choisi d'organiser un travail autour de ce sujet au travers d'une série de 3 tables rondes réunissant les parties prenantes afin d'être en mesure de formuler des propositions concrètes sur lesquelles le gouvernement pourrait s'appuyer pour mettre en œuvre une réforme plus juste et pérenne. Ces tables rondes ont eu lieu successivement les 12 mars, 26 mars et 2 avril dernier et ont permis d'entendre le point de vue des auteurs du rapport des corps d'inspection précités, puis de la coordination des employeurs territoriaux et enfin des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels de la fonction publique territoriale. Ces échanges ont mis en évidence un diagnostic partagé, à savoir que la dégradation de la situation financière de la Caisse a une origine plurifactorielle, qui avait été mise en évidence par le rapport de la mission des corps d'inspection et sur laquelle je ne reviendrai que brièvement. Tout d'abord, la démographie. Le ratio démographique, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés, qui est tombé à 1,4 en 2023, alors qu'il était à 4,53 en 1980. Il s'agit là d'un effet ciseau comparable à celui rencontré par les autres régimes de retraite. Deuxièmement, des spécificités propres à la fonction publique territoriale. D'une part, l'espérance de vie moyenne des retraités affiliés à la CNRACL, et c'est plutôt une bonne nouvelle, est plus longue que la moyenne française du fait de la part prépondérante des retraités de sexe féminin, 70%. Mesdames, oui, vous vivez plus longtemps que nous, les messieurs. C'est une réalité. D'autre part, les carrières longues et les retraites anticipées sont plus nombreuses que dans la fonction publique d'État. Certains métiers exercés par les fonctionnaires territoriaux et plus encore par les fonctionnaires hospitaliers, justifiant leur classement en catégorie active. Le vieillissement de ces agents, conjugué au relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite, a conduit à une hausse significative des demandes de pension d'invalidité qui ont augmenté de 21% en 10 ans. Et l'impact sur les comptes de la CNRACL est loin d'être négligeable, 2,7 milliards d'euros en 2023, soit 10,7% des pensions versées. Troisièmement, la structure des recettes de la CNRACL, composée quasi exclusivement de cotisations, est une singularité parmi les régimes de retraite qui sont financés, pour une part non négligeable, par l'impôt. On peut rappeler sur ce point que les impôts, taxes et contributions affectées à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, s'élevaient en 2023 à 21,4 milliards d'euros, soit 13,5% du total de ces ressources. Enfin, j'aurais pu commencer par là. La CNRACL a apporté une contribution financière considérable au mécanisme de compensation démographique mis en place dans les années 70 pour aider les régimes de retraite en difficulté. Cette contribution est estimée à 100 milliards d'euros en euros constants. Au cours des dernières années, ce sont les régimes agricoles, salariés et exploitants qui ont été les principaux bénéficiaires du mécanisme de compensation. Par ailleurs, il est important de préciser que, malgré sa situation déficitaire,
la CNRACL contribue encore aujourd'hui à ce mécanisme à hauteur de 475 millions d'euros en 2024, ce qui, il faut le reconnaître, heurte quelque peu le bon sens et apparaît comme la continuation d'une injustice. La rapide dégradation de son ratio démographique devrait toutefois lui permettre de bénéficier de transferts nets positifs, mais seulement à compter de 2027. Pour autant, je reprends à mon compte les propos de Jean-Marc Friseau, vice-président de la Fédération nationale des centres de gestion, lors de la table ronde du 26 mars dernier. Il ne s'agit plus de s'appesantir sur le passé, mais de formuler des propositions pour l'avenir. Or, il ressort des 3 tables rondes une seconde constatation unanime. En dépit de la charge excessive qu'elle fera peser sur les finances locales, la hausse du taux de cotisation ne résoudra pas pour autant les problèmes financiers de la CNRACL. En effet, le supplément de recettes provenant des cotisations versées par les collectivités s'avérera probablement insuffisant à court terme pour rééquilibrer les comptes de la Caisse. Par ailleurs, le renchérissement du coût salarial des fonctionnaires territoriaux, et là c'est bien le sujet, pourrait conduire les collectivités à privilégier le recrutement d'agents contractuels, c'est-à-dire de personnel, vous le savez aussi bien que moi, qui ne cotisent pas à la CNRACL. À plus ou moins long terme, il en résultera une attribution de la base cotisante qui rendra d'autant plus difficile la couverture par la Caisse des prestations qu'elle sert. Alors que faire ? À mon sens, il convient de privilégier une approche structurelle aux mesures paramétriques. Les mesures proposées dans le rapport qui vous est présenté aujourd'hui s'articulent en 3 temps. Dans un premier temps, nous avons essayé d'imaginer comment, à moyen terme, la Caisse pourrait se financer de manière pérenne, tout en contenant la participation des employeurs à un niveau soutenable. Selon moi, la CNRACL doit pouvoir s'appuyer, comme les autres régimes de retraite de base, sur un socle de fiscalité transféré dont la nature et le montant restent à déterminer. Ça, c'est notre recommandation numéro 7. J'emprunterai les mots de M. Vincent Rueul, inspecteur général des finances, pour dire qu'il ne s'agit pas de déplacer des déficits pour les mettre là où il faut. Les difficultés financières que traverse aujourd'hui la Caisse appellent à une réponse structurelle en cohérence avec les orientations qui pourraient être retenues dans le cadre d'une réforme d'ensemble du système de retraite. Cette réponse doit ainsi s'inscrire dans une approche globale du financement des pensions des agents publics territoriaux, voire plus largement à l'ensemble de la fonction publique. Dans un second temps, nous avons pris conscience de l'urgence de la situation. La dégradation rapide des comptes de la Caisse ne permet plus d'attendre une hypothétique réforme systémique. Il est impératif de mettre en œuvre dès 2026 des mesures ciblées qui, sans prétendre à l'exhaustivité, contribueraient à soulager les comptes de la Caisse et à garantir la continuité du versement des prestations. Parmi les leviers envisageables, la mobilisation de la CNAV, je l'évoquais tout à l'heure, et du Fonds de solidarité vieillesse pourrait s'avérer particulièrement utile pour assurer le financement de certains avantages non contributifs. Ces prestations, qui ont un caractère familial ou sont liées à la maladie ou à l'invalidité, avaient été précisément identifiées dans le rapport des corps d'inspection que j'ai mentionné. En premier lieu, la majoration de pension dont bénéficient les affiliés à la CNRACL à partir du 3e enfant n'est pas prise en charge par la CNAF, à la différence des autres régimes, notamment le régime général. Le financement par la CNAF de cette majoration pour enfants représenterait un gain financier de près d'1 milliard d'euros à la CNRACL. Il s'agit là de la recommandation numéro 3 de notre rapport. À l'issue de leur mission d'évaluation, les inspecteurs généraux avaient suggéré de manière complémentaire de supprimer la majoration supplémentaire de 5 points par enfant au-delà du 3e. Cet alignement sur le régime général ne m'est pas paru souhaitable du fait de sa complexité, puisque la mesure devrait également être transposée pour la fonction publique d'État. Le produit attendu ne serait d'ailleurs que de quelques millions d'euros.
Pour les mêmes raisons touchant aux avantages non contributifs, le FSV, de son côté, pourrait compenser à la CNRACL les dépenses associées à la validation des périodes de demi-traitement au titre du congé maladie, ainsi qu'à la garantie de pension minimale pour les pensionnés dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60%. Ces deux mesures, qui représenteraient ensemble un apport de recettes pour la CNRACL de 275 millions d'euros environ, font l'objet de nos recommandations 4 et 5 du rapport. D'autres pistes ont été évoquées. J'ai souligné tout à l'heure la part croissante des agents contractuels dans la fonction publique territoriale et l'écart de coûts défavorable aux agents titulaires pour les employeurs. En apparence, assujettir la masse salariale des contractuels à une taxe pourrait atténuer l'effet désincitatif lié au recrutement de titulaires et ainsi encourager une gestion plus neutre des ressources humaines. Dans la mesure où cette charge pèserait directement sur les employeurs publics territoriaux déjà fortement mis à contribution par l'augmentation du taux de la cotisation vieillesse, cela ne m'est pas paru pertinent. En revanche, la suppression du seuil horaire d'affiliation à la CNRACL, fixé réglementairement à 28 heures hebdomadaires, mériterait d'être sérieusement envisagée. Aujourd'hui, ce seuil contraint quelques 75 000 agents territoriaux, pourtant titulaires, à cotiser au régime général et à l'IRCANTEC. Supprimer cette distinction injustifiée permettrait non seulement d'unifier les règles d'affiliation, mais également d'allouer à la Caisse une ressource potentielle de 290 millions d'euros. Il s'agit là de la recommandation numéro 6 du rapport. Pour être complet, je souligne que les autres options étudiées, consistant soit à affilier les agents contractuels à la CNRACL, soit à rapprocher la CNRACL et l'IRCANTEC, ne paraissent pas opérationnelles. Elles se heurtent à d'importants obstacles techniques liés notamment à la difficulté de reconstituer les durées cotisées et d'identifier au sein de la rémunération d'un contractuel la part correspondante à un traitement brut assujetti aux cotisations. J'ajouterai qu'un tel rapprochement risquerait de pénaliser les agents contractuels. Selon les estimations des corps d'inspection, les mesures précitées, financement par la CNAF et le FSV, élargissement de l'assiette de cotisation, pourraient générer dès la première année jusqu'à 1,6 milliard d'euros de recettes supplémentaires pour la CNRACL, soit davantage, évoqué tout à l'heure, que le produit attendu d'un relèvement de 3 points du taux de cotisation employeur, estimé à 1 milliard d'euros. Je note qu'une telle dynamique rendrait envisageable une annulation du deuxième relèvement de taux prévu pour 2026, allégeant d'autant la charge pesant sur les collectivités territoriales et contribuant par là même à l'objectif gouvernemental de réduction de leurs dépenses. Néanmoins, il s'agit là du troisième temps de notre réflexion. Les mesures ciblées que je viens d'évoquer ne réduiront pas à zéro le déficit budgétaire de la CNRACL. Celle-ci demeurera contrainte de recourir à l'endettement pour faire face à ses obligations. Actuellement, la Caisse est conduite à solliciter le soutien financier de l'ACO2S sous la forme d'avances remboursables avec paiement d'intérêts. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a fixé à 13,2 milliards d'euros le plafond d'endettement. En l'absence des mesures que j'ai énumérées, la charge des intérêts pourrait représenter 1 milliard d'euros à compter de 2029. Afin d'éviter, je cite le rapport des corps d'inspection, la constitution d'une dette financière létale, il apparaît essentiel d'autoriser la Caisse d'amortissement de la dette sociale, CADES, à reprendre l'intégralité de cette dette. Je rappelle qu'elle était déjà intervenue ponctuellement en 2020 en reprenant les déficits cumulés des années 2018 et 2019 à hauteur de 1,29 milliard d'euros. Cela implique d'envisager la prolongation de la caisse d'amortissement au-delà du 31 décembre 2033. Telle est la recommandation numéro 1 que formule le présent rapport.
Au-delà des préoccupations d'ordre financier qui affectent aujourd'hui la CNRACL, les 3 tables rondes ont également permis d'aborder le sujet important des conditions de travail, souvent exigeantes, des quelques 3,1 millions d'agents des fonctions publiques territoriales et hospitalières qui assurent au quotidien la vitalité du service public local et des lieux de soins. Elle soulève un enjeu majeur, celui de la reconnaissance accrue de la pénibilité de nombreuses missions. Être sapeur-pompier ou policier municipal, par exemple, expose à des risques réels susceptibles d'altérer durablement la santé physique et psychique des agents concernés. Cette usure professionnelle, au-delà de la souffrance individuelle qu'elle engendre, constitue également un facteur de fragilisation pour la Caisse qui assume le versement des prestations d'invalidité et de diverses aides sociales. La recommandation numéro 8 du rapport vise à mieux connaître le coût du risque invalidité en procédant à l'individualisation des cotisations vieillesse et invalidité. Cette mesure permettrait également, comme l'ont souligné les organisations syndicales lors de la dernière table ronde, de mieux responsabiliser les employeurs territoriaux sur la pénibilité de certains postes et l'impact sur les conditions de santé tout au long et en fin de carrière. Enfin, j'appelle le gouvernement à mettre en œuvre sans tarder le fonds de prévention de l'usure professionnelle, du maintien dans l'emploi et de l'accompagnement des transitions professionnelles dans la fonction publique territoriale, tel que préconisé par Michel Iriart, président de la FNDG, dans son rapport rendu public en 2023, à la suite de la mission que lui a confiée le gouvernement à la demande de la coordination des employeurs territoriaux. À mon sens, l'instauration de ce fonds doit s'accompagner d'une réflexion sur la création d'un compte pénibilité adapté aux spécificités des métiers de la fonction publique territoriale et sur une sensibilisation accrue des collectivités aux risques professionnels, notamment par la généralisation du document unique d'évaluation des risques professionnels, dont je rappelle qu'il est obligatoire. Telles sont les recommandations numéro 8 et 10 du rapport. Comme vous pouvez le constater, des solutions existent pour permettre à la CNRACL de retrouver le chemin de l'équilibre budgétaire sans attendre les conclusions de la mission complémentaire. Comme vous le savez, le gouvernement a confié une mission complémentaire aux inspecteurs à l'inspection générale le 2 mai dernier. Notre délégation ne manquera pas de s'en faire le relais auprès des ministres concernés et de les formaliser par des initiatives législatives lors du prochain débat budgétaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Stéphane, de cette présentation. Bravo pour le travail de fond que vous avez fait, avec des propositions très concrètes dont on a bien compris qu'elles ont un double objectif. Alléger, bien sûr, le poids de ces questions sur les collectivités, sur les finances des collectivités, mais aussi trouver une solution qui soit pérenne. Parce que j'ai bien entendu, la solution qui a été mise en œuvre, en quelque sorte, elle n'assure pas l'équilibre durable des comptes de la CNRACL. Donc il y a bien les deux sujets, à la fois les questions des finances des collectivités, mais aussi, surtout, s'inscrire dans la durée pour trouver des solutions pérennes. Donc un grand merci pour tout ce travail et puis pour cette présentation. Et je vais sans plus attendre, alors Laurent a dû nous quitter, mais il me l'avait dit, il a une autre réunion. Nous accueillons Ghislaine aussi, qui est arrivée avec quelques minutes de retard, mais qui a pu suivre la présentation. Et donc, sans plus attendre, s'il y a des collègues qui veulent intervenir, poser des questions, faire des observations. Éric ? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, tout simplement remercier, comme tu viens de le faire, Stéphane, de l'important travail qui a été fait à la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée, parce que je pense que ça permet une prise de conscience tout simplement de l'impact et de l'ampleur de l'impact que ça peut avoir. On voit bien... je parle sous le contrôle de Stéphane qui pourra peut-être revenir là-dessus. On voit bien que uniquement avoir une logique paramétrique à un moment donné, c'est ce qui nous a été proposé et c'est ce qui va se passer. Enfin, proposé, je le dis gentiment. On est au Sénat, donc on est gentil. Donc, non mais sérieusement,
cette solution qui a été retenue n'en est pas une. C'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème fondamental. C'est pas à la limite que la solution soit injuste, on le sait, qu'elle soit imposée aux collectivités, mais là, c'est bien plus grave que ça. C'est tout simplement que la solution n'est pas à la hauteur des défis. Moi, ce qui me dérange d'une certaine façon, c'est que avec la pente actuelle, au-delà de la non-soutenabilité, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est surtout l'impact que ça va avoir sur le service public local, sur les recrutements du service public local et sur la qualité de ce service public. On ne peut pas aller dans une logique de contractualisation à tout va de la fonction publique, parce que ça va à contrepoint de l'expertise nécessaire dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne des tâches d'exécution. Il faut aussi de l'expertise, hein, donc c'est pas possible de continuer comme ça. Ce qui est important, c'est quand même le fait que vous avez proposé à travers les 10 propositions que vous faites, des solutions qui sont à la fois structurelles et conjoncturelles. Et d'une certaine façon, ma question elle est toute simple, c'est d'une part, même s'il y a une hiérarchie implicite dans les 10 propositions que vous faites, comment on les hiérarchise encore mieux pour faire en sorte que, de manière concertée, on aboutisse dès ce budget à essayer de faire passer des mesures qui soient à la hauteur de l'enjeu que représente le financement de la CNRACL, hors de la solution simpliste qui a été retenue, parce que je pense qu'il ne faut pas se rater et il faut le faire dès cette année. Donc voilà, en gros, c'est un petit peu comment on dessine collectivement, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, un plan de bataille qui permette sans doute, on va dire, de sauver ce mode de financement. Mais je pense qu'il faut l'alerte était d'autant plus importante qu'elle montre combien il est nécessaire, non pas d'attendre, ce qu'on fait souvent en France, mais d'agir le plus vite possible. Et je pense qu'il faut se concerter et essayer de faire quelque chose dans les deux assemblées au vu de l'enjeu. Voilà. Merci Eric, je partage ça et je partage aussi la prise de conscience parce que nous on avait bien en tête le poids que ça représentait, la charge que ça représentait pour les collectivités, mais on était concentré là-dessus. Mais ce que personnellement en tous les cas je découvre et que j'avais pas du tout anticipé, c'est qu'en fait ça règle rien du tout pour l'avenir. Donc c'est important. Du coup encore une fois merci de cet échange qui va nous aider à réfléchir ensemble à une stratégie commune en quelque sorte et des mesures peut-être très concrètes à mettre en œuvre et je suis d'accord pour dire que la question se pose dès le budget 2026 quoi, hein. Voilà. Ghislaine. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Il est vrai que finalement on se rend compte que la mesure qui a été prise lors du dernier PLF démontre une fois encore qu'il fallait absolument que les collectivités territoriales fassent des efforts, quoi, et que c'était un bon moyen, peut-être indirect, de montrer que la caisse de la CNRACL est en très très grande difficulté. Bon, voilà, ça permettait d'aller prendre encore un petit peu de sous aux collectivités. Moi, je vous remercie vraiment parce qu'effectivement, j'avais conscience du coup que ça n'allait pas répondre aux difficultés de la CNRACL, mais je n'avais pas mesuré l'ampleur malgré tout du déficit. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir apporter aujourd'hui des réponses structurelles à ce déficit. Moi, ça m'avait frappé quand j'avais été en tant que maire, de me rendre compte qu'effectivement, il y avait une condition de durée de travail hebdomadaire, les fameux 28 heures, et qui finalement crée un peu, des disparités entre les agents, entre ceux qui sont certes à temps complet ou à temps partiel, mais ça a un impact réel, c'est-à-dire que certains vont cotiser à l'IRCANTEC alors que d'autres vont être à la CNRACL. Et du coup, est-ce que vous avez pu mesurer les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire que
conséquences pour l'IRCANTEC, est-ce que du coup, c'est pas de retransférer finalement les mêmes difficultés? Est-ce que vous avez des éléments à pouvoir nous apporter sur ce sujet en particulier? Mais je pense qu'en tout cas, pour les collectivités, ça simplifierait beaucoup de choses. Merci Ghislaine. J'en profite pour excuser Anne-Sophie qui est prévue de rester, mais il n'y a rien de grave, mais il y a un petit imprévu qui l'oblige à nous quitter. Mais elle m'a confié la mission de lui faire un compte-rendu précis de nos échanges, ce que l'on ne manquera pas de faire. Gérard, Jean-Jacques. Merci Stéphane pour cette présentation et puis pour le travail réalisé tous ces derniers mois sur un sujet qui est quand même un sujet très préoccupant. C'est pas un sujet mineur, c'est pas un sujet secondaire. C'est un sujet techniquement complexe, administrativement complexe, et on voit très bien qu'effectivement les solutions paramétriques seront largement insuffisantes. Moi, je m'interroge sur... oui, d'abord, il y a le volet prise de conscience qu'Éric a fort justement évoqué. L'ampleur du problème, je vois sur le terrain, échappe peut-être un peu aux associations d'élus aussi. Parce qu'effectivement, sur le terrain, on est en relation permanente avec les associations d'élus et jusqu'à présent, on n'a pas été trop interpellé, je dois dire, sur ce sujet-là. Et qui est quand même essentiel pour la vie même des collectivités, aussi bien des employeurs que des cotisants. Moi, ma question, c'est un peu sur la méthode maintenant. Comment on avance, quoi, effectivement? Est-ce que c'est simplement un débat budgétaire dans le cadre du PLFSS, etc. Ou est-ce qu'on essaie de rechercher une méthode qui soit la moins douloureuse possible, la plus consensuelle possible? Parce que c'est quand même un sujet qui est là devant nous, quoi, devant nous et auquel on ne peut pas rester indifférent. Et je crois que oui, sur le terrain, enfin, ça serait bien que, c'est notre travail de parlementaire, vous me direz, on engage un dialogue constructif, notamment avec les associations d'élus qui, j'ai l'impression, jusqu'à présent, ne se préoccupent pas trop de cette affaire. Merci Jean-Jacques. Tu dis comment faire maintenant. Moi, ce que je vous propose, parce que je pense que c'est un sujet tellement important sur lequel il y a quand même des pistes, donc c'est pas comme si on était bloqué, qu'on n'avait aucune idée. Voilà, je pense vraiment qu'il faut qu'on avance ensemble entre les deux délégations. Donc ce que l'on pourrait peut-être faire, c'est une idée que je lance, on ne va pas le décider aujourd'hui, mais on en reparle. On pourrait nous, dès la rentrée peut-être, pour nous faire notre idée aussi, faire une ou deux auditions ciblées sur ces sujets-là, et peut-être désigner, nous, dans notre délégation, une, deux ou trois personnes, peut-être, je ne sais pas, chargées de suivre plus précisément ce sujet en lien avec l'Assemblée, pour pouvoir avoir une position commune au moment du PLF. Et je vous propose que, bon, alors, il faut que j'en parle un peu au bureau, mais on retient cette idée qu'à la rentrée, à la fois peut-être on fait un petit zoom sur une audition ou deux sur ce sujet, et puis on désigne une ou deux ou trois personnes, peu importe, on verra, pour poursuivre précisément ce sujet en lien avec l'Assemblée, encore une fois, pour qu'on soit opérationnel et qu'on fasse front commun au moment du PLF. Gérard, tu veux ajouter un petit mot ou... Non, mais oui, le premier mot que je veux dire, c'est merci pour les éclairages et les pistes qui ont été explorées. Et comme le disait mon collègue de Jean-Jacques à l'instant, il m'apparaît aussi que ça n'est pas spontané comme préoccupation exprimée par les associations d'élus. En tout cas, ça ne vient pas spontanément dans le débat. Ensuite, c'est bien parce qu'on ne part pas de rien. C'est toujours intéressant. Il faut nous autoriser à nous inspirer des préconisations qui sont faites, mais je trouve que c'est un élément important. Et puis d'emblée, la question qui me taraude, c'est allons-nous parvenir à bâtir un consensus dynamique pour infléchir les choses dès le prochain projet de loi de finances? Parce que, alors je ne suis pas non plus dans la recherche d'un consensus absolu, mais on sait bien que si on ne prend pas des dispositions un peu structurelles, nous ne réglerons pas non plus le problème. Donc il ne faut pas craindre d'avoir à le faire. Et je crois que ça va être un exercice de conviction qu'on va devoir conduire les uns et les autres. Voilà. Moi, je ne peux pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que
je pense que notre délégation, au cas particulier du Sénat, peut être un élément assez déterminant de la construction de ce consensus que j'appelle de mes voeux. Merci en tout cas pour les éléments d'éclairage. Merci Gérard. Rémi, tu veux ajouter un petit point, non? Stéphane. Alors, je vais prendre les choses peut-être un peu dans le désordre, mais revenir à ce qui avait conduit à ce travail au sein de notre délégation. En fait, tout est parti d'un rapport budgétaire que j'avais confié au sein de la délégation à Nicolas Rey, député LR, et Tristan Lahaye, député écologiste de notre délégation, et qui avait fait le choix, dans le rapport budgétaire, de se concentrer dans la proposition qui était faite par le gouvernement, sur la question de la CNRACL, les sujets relatifs à la TVA, et vraiment concentrer leur avis. Et j'ai rapidement vu sur la question de la CNRACL une convergence de points de vue où là vraiment les deux députés pointaient clairement du doigt qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, une solution probablement de facilité, mais qui n'était pas de nature à remédier durablement à la situation. Donc là, on s'est dit, bon, il y a un lièvre, il faut qu'on pousse un peu la réflexion, et c'est comme ça qu'est arrivé, voyant qu'il pouvait y avoir consensus politique au sein de la délégation et à l'Assemblée, avec la diversité que vous connaissez, mais tout le monde convergeait sur le fait que CNRACL, il y a quelque chose qui tournait pas rond et qu'on pouvait aller un petit peu plus loin. Ensuite, donc on a fait ce travail, et comme vous, alors moi j'ai découvert plusieurs choses. Effectivement, l'aspect non durable et qui n'était pas de nature à remédier à la situation. J'ai quand même découvert à quel point ce régime était différent, traité de manière différente et basé exclusivement, quasiment, sur de la cotisation employeur, contrairement aux autres régimes. Et je me suis dit, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'entends bien, alors on va se dire les choses, c'est un rapport qui dérange, qui est plutôt bien reçu dans certains ministères qui disent ça peut aider à faire progresser la réflexion, mais qui du côté Bercy ne recueille pas un accueil à bras ouverts, parce que ce qu'on m'explique, c'est en gros vous faites que déplacer des masses budgétaires d'un côté pour aller les mettre de l'autre, et quand on appelle à la CNAV, au fond, voilà, donc le gouvernement dit mais moi ça règle pas mon problème sur la question globale du déficit. Moi, ce que j'explique, c'est qu'il faut remettre aussi la réflexion au cœur plus central de la contribution et l'effort qui est demandé aux collectivités, et que peut-être, justement, si on recentre l'effort, parce qu'on voit bien là dans la conférence de financement des territoires, dont il sort quand même pas un grand consensus. D'ailleurs, il faudrait savoir réellement quelle est la proposition du gouvernement qui est issue de cette conférence. On voit bien que à un moment, si justement, comme on le met en évidence dans le rapport, si on mettait en place les différentes mesures, c'est 1,6 milliard qui pourrait être délesté des collectivités de la contribution CNRACL, qui pourrait permettre justement une réflexion plus poussée, peut-être plus apaisée sur la recherche d'un accord et d'économie sur d'autres charges de fonctionnement. Parce que là, on a des collectivités, et à juste titre, qui disent vous prenez des mesures, parce que c'est quand même la première mesure qui impacte la contribution des collectivités. On oublie de le dire, sur les mesures du PLF 2025. La première des mesures la plus lourde, c'est quand même la contribution. Et ça a été passé quand même beaucoup sous silence. Donc, bon, voilà, pour resituer un peu les choses dans leur contexte. Donc, moi, je suis vraiment, évidemment, très favorable à ce qu'on voit comment on peut se saisir de cela pour faire avancer ensemble le sujet dans le débat budgétaire qui s'annonce, et je pense qu'il ne faut pas attendre. Il y a quand même une réalité, c'est que si le gouvernement ne pensait pas qu'il y ait un sujet, il n'aurait pas confié le prolongement de cette mission aux inspecteurs
parce qu'ils ont bien compris qu'on était loin d'avoir réglé le problème. Moi, ce qui me dérange dans la lettre de mission qui a été donnée aux inspecteurs, c'est qu'à aucun moment on ne revient sur l'idée même de l'augmentation de cotisation. Ce qui est envisagé, c'est des mesures complémentaires qui viendraient s'additionner, mais qui ne seraient pas de nature à revenir sur ce qui a été pris par la voie réglementaire, d'ailleurs, qui, entre nous, soit dit, aurait pu faire quand même l'objet d'un débat dans le cadre du PLFSS, même si on sait que le PLFSS, voilà, mais bon, quand même. Donc voilà un peu le contexte, le décor posé. Bon, encore merci. Donc pour qu'on avance, ce que je propose aux collègues, donc j'essaie de résumer. Le but maintenant, c'est qu'on essaie d'avancer concrètement. Donc ce serait que nous, on se saisisse finalement un peu de vos propositions, si tu en es d'accord, hein. On se saisit de vos propositions. On peut alors, faire une audition ou pas, à voir si c'est utile. En tous les cas, désigner chez nous 2 ou 3 personnes au sein de la délégation chargées de suivre plus précisément ça et ensuite qu'on puisse... alors, peut-être autre chose même, peut-être je vais dire une bêtise, Stéphane, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, si tu es d'accord, à signer un courrier commun, par exemple, pour demander aux associations d'élus comment elles se positionnent par rapport à ces propositions. Parce que ça nous donnerait de la force, si elles soutenaient ces propositions, ou certaines d'entre elles, ça pourrait nous donner de la force dans le PLF. C'est-à-dire qu'on ne parlerait pas seulement au nom des délégations, mais on parlerait avec le soutien des associations d'élus. Ça me traverse l'esprit, peut-être c'est une bêtise. En tous les cas, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Ghislaine ne trouve pas que c'est une bêtise complète. Je vois que... voilà, donc l'idée, ça serait que nous, on identifie bien ce sujet, qu'on ait 2 ou 3 personnes qui le suivent plus en particulier pour qu'on soit en position commune au moment du budget, et peut-être si on pouvait avoir l'appui, alors toi tu dois savoir un peu ce qu'elle pense, mais si on pouvait avoir un appui officiel en quelque sorte à travers une réponse à un courrier de ces propositions ou de certaines de ces propositions au moment du PLF, ben, ça nous donnerait un peu plus de force pour défendre ces sujets. Alors, les associations d'élus, alors après, l'AMF s'est quand même beaucoup exprimé hein, quand même sur le sujet, l'impact. Hein, donc on a évidemment un soutien appuyé, notamment de l'AMF. Et quand on a auditionné les employeurs territoriaux, on avait la représentation quasiment exclusive de toutes les associations d'élus hein, qui, elles... Alors, c'est un débat qui est extrêmement technique. Donc, on avait des personnes très aguerries sur le sujet qui, effectivement, convergeaient dans la... De toute façon, la proposition, elle est issue de tout ce qu'on a pu entendre des représentants. Hein. Donc, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc, le rapport, moi, je le leur ai adressé. On a des retours extrêmement positifs de la part des associations d'élus sur les propositions qui sont faites et de la volonté d'arriver à quelque chose qui pérennise. Bon, mais après, faut qu'on poursuive. Oui, enfin, toujours pour continuer, il me semble que toutes les... Parce qu'il y a, je pense que c'était volontaire d'ailleurs, le croisement d'un certain nombre de solutions. Toutes les solutions ne sont pas de la même nature. Oui, et je pense que, mais là encore sous ton contrôle, hein, Stéphane, on peut distinguer quelque chose sur lequel on se bat dans le temps, de mesures qu'on peut obtenir immédiatement dès ce budget. Et peut-être collectivement, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tous les parlementaires se concentrer sur ces quelques solutions immédiates pour marquer une impulsion. Enfin, voilà. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être là le début de notre travail. C'est au travers des recommandations. On prend un temps. Il faut, je pense, que vous digériez un petit peu le rapport. Prendre peut-être un temps, se revoir à la rentrée. Moi, je me ferai accompagner des 2 collègues que je citais tout à l'heure, Tristan et Nicolas, qui avaient déjà travaillé au sujet, pour dire, voilà, ce qui nous semble traduisible directement dans le PLF 2026 ou PLFSS, ce serait ça, et notre cheval de bataille commun, c'est ça. Après, il y a le travail au long cours, on verra comment l'organiser, mais l'urgence va être de dire qu'est-ce qu'on peut traduire déjà dans le budget à venir. On peut peut-être y aller comme ça, ce qui permet après vous, en fonction de ce qu'on déterminera comme étant le cheval de bataille, éventuellement de faire des auditions, si vous jugez utile d'aller confronter
avec les bons acteurs, parce que fonction de ce qu'on déterminera comme priorité, ben voilà, les acteurs ne sont pas forcément les mêmes à solliciter. C'est peut-être comme ça qu'on peut avancer. Écoute, moi, je retiens cette stratégie en prenant bien en compte ce que vient de dire Eric, qui est important, c'est qu'il y a deux niveaux de propositions. Il y a celles qui s'inscrivent dans le temps, il ne faut pas qu'on mélange tout, et celles très concrètes pour le prochain budget, quoi. Donc, il faut qu'on distingue bien ça. On s'entend sur cette stratégie? Ça vous va? Super. Merci encore, Stéphane, et à tes équipes qui t'accompagnent aujourd'hui. Peut-être juste avant qu'on finisse, on va le faire tant que tu es là. Il faut, c'est sur les agences de l'eau, on a ce sujet. Ouais, mais on peut le faire, on va le faire à la bonne franquette. Vous savez, on l'avait évoqué au bureau, peut-être même en délégation, je ne me souviens plus. L'idée, c'est qu'on puisse faire un travail assez rapide sur les agences de l'eau, avec un rapport, 3 recommandations, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui devrait aller assez vite, mais qui pourrait assez tôt à la rentrée nous mettre en ordre de marche sur des propositions concrètes à faire sur les politiques de l'agence de l'eau dans le nouveau cadre législatif, je l'ai évoqué hier, dans le nouveau cadre législatif qui est celui d'aujourd'hui, qui n'est pas encore arrivé jusqu'aux agences. Et donc, il faut qu'on nomme trois rapporteurs. Donc, on avait vu un peu, ça je ne sais plus si c'était en bureau ou pas, Gérard, qui était, je crois, intéressé, Cédric Vial, et puis moi-même, je veux bien accompagner ce travail qu'on pourrait remettre assez rapidement à l'Assemblée. Tu sais, Stéphane, c'est le sujet des agences de l'eau. C'est le sujet des agences de l'eau. Aujourd'hui, il y a un cadre législatif qui a été modifié. On est pour ou on est contre, mais en tous les cas, il a été modifié concernant la répartition des compétences. Et au moment, il faut bien que les agences de l'eau elles tiennent compte du nouveau cadre législatif. Je dis ça pour faire simple, mais je pense qu'on se comprend. Donc, vous seriez d'accord pour ces 3 rapporteurs, Gérard, tu es partant avec Cédric qui était intéressé par le sujet, et on mène ce travail dès la rentrée. Super. Eric, oui. Juste, alors je suis bassement intéressé parce que le texte revient dès le 15 septembre au Sénat, mais si Stéphane pouvait juste nous dire les petites variations, si elles existent, qui pourraient intervenir sur le texte du statut de l'élu à l'Assemblée. Oui, je suis d'accord. Oui, oui. On échange entre nous là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est bon. Alors sur statut de l'élu, les sujets. Alors globalement, à l'issue de la commission, il n'y a pas eu. Je